Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter en cet après-midi un extrait d'une étude que nous avons réalisée pour France AMR sur le Bag-in-Box en France et spécialement pour l'IGP Méditerranée. On a développé des éléments constitutifs spécialisés sur l'IGP Méditerranée et aussi quelques marchés export qui peuvent être intéressants pour l'IGP. Donc, juste quelques rappels méthodologiques. Donc, c'est une analyse qui a été faite à la base donc, sur la France à travers un relevé d'offres du Bag-in-Box en France. Donc, on a relevé l'offre Bag-in-Box sur 500 points de vente sur l'ensemble du territoire français. On a réparti selon les zones de consommation, les zones de population, les différentes catégories de points de vente pour relever aussi bien donc des cavistes, du hard discount, des supérettes, des supermarchés, des hypermarchés. En fait, personne n'a été exclu du relevé d'offres. Donc, tout commerce de détail a été relevé. Donc, ça nous a donné en résultat donc 500 points de vente qui ont été analysés. Et 500 points de vente, ça veut dire 17 000 références de Bag-in-Box pour ces 500 points de vente. Donc, globalement, on est arrivé 93% des Bag-in-Box sont français, ont une origine France. Donc ça ne laisse pas beaucoup de place aux autres origines, donc 7%. Dans les 7%, pour faire vite, on est 50% Espagne, 50% Union européenne, c'est-à-dire VCE, c'est un vin de mélange des vins de la communauté européenne. Quel que soit le point de vente, on a cette prépondérance, cette prévalence de l'origine France, un petit peu moins hors discount, où là on va retrouver plus de VCE et d'Espagnol. Et chez les cavistes, où là on a quasiment une hégémonie de l'offre française. Alors, juste quelques chiffres, enfin, il y en aura beaucoup quand même. Aujourd'hui, le marché français, dans sa globalité, c'est 35 à 40% de l'offre et donc des ventes qui sont faites à travers les Bag-in-Box. Et c'est quelque chose qui est assez important par rapport à la stratégie de l'IGP Méditerranée. On a à peu près la même distribution. Si on regarde en dessous, dans l'hypermarché, on a 60% de l'offre en Bag-in-Box. C'est pareil, que ce soit là en clair ou en foncé pour l'IGP Méditerranée. C'est pareil pour l'IGP Méditerranée. Il n'y a pas trop de différence. Pour les super, c'est un quart de l'offre en Bag-in-Box. Et on retrouve entre 2 et 10% pour les autres circuits, qu'on soit en cavis, en discount ou en supérette. Alors, aujourd'hui, de quoi est constituée l'offre Bag-in-Box en France? On a un tiers d'IGP. Donc, en fait, vous êtes là-dedans. Un tiers d'IGP, ça, c'est l'offre. Si on regarde la production française, c'est à peu près un quart d'IGP. Donc, il y a un peu plus d'IGP en Bag-in-Box. Ensuite, si on regarde les bassins d'origine, Languedoc-Roussillon, Rhône-Provence, donc Sud-Est et Occitanie, on va dire, c'est moitié de l'offre des Bag-in-Box. Alors, l'IGP Méditerranée, 20 ans, et c'est sans faire exprès, c'est 2,2% de l'offre française en Bag-in-Box, c'est de l'IGP Méditerranée. Et si on descend un petit peu, si on se met uniquement sur le bassin Sud-Est Occitanie, alors, et les différents types de vins qu'on a en IGP ou en AOP, donc un quart d'AOP, trois quarts d'IGP. L'IGP Méditerranée pèse 6% de l'offre de la super région. Il faut se rappeler qu'à 20 ans, c'était zéro. Donc, c'est passé de 0 à 6% en 20 ans, ce qui est quand même remarquable. Si on descend au niveau des différentes dénominations utilisées en IGP, on a deux gros faiseurs, en fait. Pour la Sud-Est Occitanie, donc l'IGP Pays d'Oc, qui est pléthorique, hégémonique, on va dire. Mais la deuxième IGP utilisée, c'est l'IGP Méditerranée. Aussi, élément assez important,
Au sein de notre volet d'offres qu'on a fait sur les back-in-box, on avait en moyenne 30% de l'offre, donc en nombre. Sur les 17 000 références, il y en avait 30%, c'était des marques de distributeurs. Et si on se focalise uniquement sur les GP Méditerranée, l'IGP Méditerranée, il n'y a que 10% en marque de distributeurs. Ça veut dire que l'IGP Méditerranée valorise un petit peu plus les démarches producteurs, les marques privées, les marques producteurs, plus que les autres appellations, indications géographiques utilisées en back-in-box. Au niveau des couleurs, sans grosse surprise, ça correspond vraiment à la production de l'IGP Méditerranée. IGP Méditerranée, 91% de vin rosé. Alors que globalement, pour l'ensemble des bibs français vendus en France, on est seulement à 40% de rosé. Mais en Méditerranée, on est à 80% de rosé. Et si on va un peu plus loin, on est plus sur du rosé pâle, plutôt peu sucré, avec une sucrosité assez faible. Au niveau des cépages, alors le bag-in-box n'indique pas tellement le cépage. En fait, il n'y a pas d'indication de cépage pour 70% des références. Et c'est encore plus en IGP Méditerranée, puisque le cépage est quasiment jamais indiqué. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent sur des vins d'assemblage, on est souvent en rosé, et ça ne favorise pas l'indication de cépage, ou l'indication du cépage n'est pas obligatoirement un porteur de valeur ajoutée. Au niveau des conditionnements, donc on est à peu près sur 70% de bulbes en 3 litres, et le restant, c'est du 5 litres. Pour l'IGP Méditerranée, on carre vraiment à ce schéma-là. Il y a un peu plus de 3 litres que de gros formats. Juste petite note, alors ça n'existe pas, on ne l'a pas vu en IGP Méditerranée. On a des formats de bag-in-box en 2,25 litres ou en 1,5 litres qui se développent et souvent à travers un marketing un peu plus poussé avec aussi une certaine valorisation. Donc ça fait partie un peu, pas de la sophistication, mais un tout petit peu de la montée en gamme image du conditionnement. Au niveau des prix moyens, alors globalement, sur l'ensemble des 6000 références, on est à 3,86 € par litre. Alors, qu'en est-il de l'IGP Méditerranée et de tous les autres IGP ? Aujourd'hui, tous les IGP françaises sont à 3,33 € par litre. L'IGP Méditerranée fait mieux que la moyenne. Donc, l'IGP Méditerranée valorise 3 à 4% en plus, donc 15 centimes de plus que la moyenne des IGP. Donc, il y a un petit peu plus de valeur sur l'IGP Méditerranée. Après, on peut tous imaginer pourquoi c'est un peu plus. Alors, est-ce que le nom porte un petit peu plus ? Est-ce que la qualité du produit aussi mérite une valorisation ? Ou est-ce que finalement, il y a une demande qui est un peu plus forte, un peu plus soutenue pour avoir cette indication géographique ? Enfin, toujours est-il que le résultat, c'est qu'on a un peu de valorisation supplémentaire par rapport à la moyenne. Au niveau donc des différents points de vente, alors ça peut être assez impressionnant. En moyenne, pour les hypermarchés, donc les hypermarchés, c'est au-delà de 2500 m², mais en moyenne, ça va être du 7-8 000 m². Le rayon bag-in-box, il fait à peu près 10 mètres. 10 mètres pour une centaine de références différentes. Alors 10 mètres, ça peut sembler assez impressionnant. Mais globalement, sur l'ensemble des types de points de vente, le bag-in-box, c'est 14% des surfaces, donc des longueurs de linéaire. 14% des surfaces, alors que le bag-in-box fait entre 35 et 40% des volumes. Ça veut dire que mécaniquement, on est sur des taux de rotation bien plus élevés que sur la bouteille. Donc, ça plaît au chef de rayon, au gérant de magasin. Un produit qui tourne bien, qui ne prend pas trop d'espace, eh bien, il va être sensible à le référencer. Et donc, derrière, à ne pas le mettre en promotion, puisqu'il tourne bien. C'est pour ça, c'est un peu une preuve, on a seulement 0,6% des références qui sont en promotion.
c'est rien, en fait. Sur ces 0,6% des références, 80%, c'est une réduction de prix. Les autres, c'est des offres, des mises en avant par tête de gondole, des bons d'achat. Mais bon, 0,6% des références, c'est rien. Donc, en fait, le bag-in-box n'est pas en promotion. Il n'est pas en promotion parce que ça se vend bien. Si ça se vendait pas très bien, il y aurait des promotions. En fait, c'est assez mécanique. Et donc, la grande distribution et même les cavistes et même le hard discount, à partir du moment où il n'y a pas besoin de mettre le produit en promotion, c'est qu'il se vend bien. Alors, bon, juste quelques diapositives sur des marchés clés où l'IGP Méditerranée réalise une certaine partie de ses exports. Donc, le premier marché qu'on a identifié, le marché canadien. Alors, la diapositive est un peu chargée. Le mieux, c'est de regarder déjà cet histogramme qui permet un peu de cibler le marché, de le comprendre. Le Canada, c'est 5 millions d'hectos, un marché relativement stable en termes de volume, une consommation qui baisse un tout petit peu, tout simplement parce que la population croît. Elle croît essentiellement à partir de l'ethnie asiatique. C'est pour ça qu'on a une baisse de consommation par habitant. Mais on est sur un marché complet à 5 millions d'hectos. Alors, le bag-in-box, là-dedans, c'est quoi? Le bag-in-box, c'est 3 à 5% du marché, c'est-à-dire 150 000 hectos. Petit marché. Qu'est-ce que fait l'IGP Méditerranée? L'IGP Méditerranée, dans ses exportations, si on prend le total export, le Canada, ça représente 10% des exportations, tout format, c'est-à-dire bouteille plus bag-in-box. Depuis 2 ans, on a la chance que les statistiques de douane isolent les conditionnements compris entre 2 et 10 litres, donc le bag-in-box. Donc aujourd'hui, le bag-in-box est relativement faible dans les statistiques de douane. Donc ils mettent 90 000 hectos. Si on rajoute un peu la production canadienne et le bag-in-box qui passe par erreur dans le vrac, on est bien aux 150 000 hectos. Alors, qui sont les principaux pays fournisseurs de bag-in-box? C'est principalement les États-Unis. C'est assez facile. Ça a juste un peu à remonter la frontière. Et donc, c'est quand même 40% de l'offre en bag-in-box. Et après, on retrouve les Français. En termes de valorisation, on passe du simple au double. C'est vraiment un classique. En fait, rapporté au litre, le BIB est valorisé 2 fois moins que la bouteille, mais avec d'autres avec des frais de production, de conditionnement qui sont différents. Sur le marché américain, alors le marché américain est un peu spécifique puisque on va dire on a 2/3 de la consommation qui est réalisée à partir de la production locale, domestique, de la production américaine, et 1/3 d'importation. Aujourd'hui, le bag-in-box est assez répandu aux États-Unis, avec à peu près 20% de la consommation qui est réalisée en bag-in-box. Ça veut dire 6 millions d'hectos. Ce n'est pas à négliger. D'ailleurs, pour les GP Méditerranée, c'est le premier marché export. Aujourd'hui, les États-Unis représentent 1/4 des exportations, tout format confondu, de l'IGP Méditerranée. On a remis quelques dires, en fait. Le bag-in-box, c'est quelque chose qui est relativement familier pour le consommateur, puisqu'on a du bag-in-box en bière, on a du bag-in-box en spiritueux, des choses même un peu rares, voire des bag-in-box de rhum en 5 litres, ça se voit. Et c'est courant, en fait. Et après, on a les grands classiques de la praticité du format 3 litres. C'est plus léger que le verre, c'est facile à transporter. Et pour les metteurs marché, c'est facile à empiler, c'est facile à mettre en rayon. Alors, quels sont les principaux fournisseurs en bag-in-box en dehors du marché, en dehors des producteurs locaux qui couvrent 2/3 de l'offre? On a l'Australie, qui est le fournisseur traditionnel historique des États-Unis, aussi bien en bouteille qu'en bag-in-box. Et après l'Australie, on va retrouver la Nouvelle-Zélande, l'Italie, et puis seulement la France. Mais la France n'est pas un gros fournisseur, même en bouteille. Au niveau du marché suédois, alors pour faire assez vite, on a fait exprès de le mettre parce que c'est quand même un petit marché.
un petit marché d'importation. On va dire c'est un peu moins de 2 millions d'hectos pour la consommation. On le voit ici. Une consommation qui est relativement stable, autour de 22-25 litres par an par habitant, y compris les bébés. Ce qui est remarquable, et comme c'est un marché à monopole, on est absolument sûr de la statistique qui est émise par le système Bolaget, donc par le monopole suédois, et ils annoncent clairement que 57% du volume vendu en Suède est en bag-in-box. Donc 57%, c'est le conditionnement roi, c'est le conditionnement qui correspond finalement à la tendance, au désir. 57%, 5,3 millions d'hectos. L'IGP Méditerranée, là-dedans, réalise à peu près 4-5% de ses exportations en Suède. Alors, là aussi, on nous dit, par rapport au bag-in-box en Suède, parce qu'il y a une sensibilité verte qui est un peu plus développée, que finalement, le bag-in-box, c'est recyclable, bien mieux qu'une bouteille, c'est plus écologique, c'est plus vert. Donc, c'est des éléments... le bag-in-box convient à l'état d'esprit, à l'état de pensée, en fait, du Suédois. Marché britannique. Le Royaume-Uni fait encore partie de l'Union européenne. Même avec toutes les velléités de Brexit, aujourd'hui, il fait partie de l'Union européenne, mais avec des schémas différents selon si on pense qu'ils peuvent sortir ou pas. Alors, grosso modo, le Royaume-Uni, au niveau statistique, on est à 3-4% de bag-in-box, sans doute un peu plus que ce que les statistiques émettent, mais ça veut dire à peu près 300 millions d'hectolitres. Pour l'IGP Méditerranée, le Royaume-Uni, c'est 7,5% des exportations. Alors, c'est un des premiers marchés importateurs au monde. Qui sont les fournisseurs de bag-in-box? Alors, ça peut être un peu surprenant. On a l'Italie en première position, après l'Allemagne. Alors, l'Italie, en fait, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis exportent en vrac vers l'Italie, et l'Italie conditionne soit en bouteille, soit en bag-in-box pour irriguer toute l'Europe. Donc, en fait, derrière l'origine Italie, dans les statistiques de douane, il faut voir une partie qui sont les États-Unis. Oui, oui. En fait, c'est des plateformes de conditionnement qu'il y a en Italie pour irriguer toute l'Europe. C'est du vin américain. Et c'est marque USA, marque des États-Unis. C'est juste des plateformes de conditionnement. Comme on a souvent aux Pays-Bas, on a des plateformes de vin qui viennent d'Afrique du Sud. Italie, ça fait 2-3 ans qu'ils font ça. Alors, juste quelques éléments de conclusion. Alors, si on résume, on a une forte variabilité de la part du bag-in-box dans la consommation. On va dire on va de 3-4% à 55%. Donc, ça veut dire si l'état d'esprit, on va dire mondial, est autour de 10-15%, on a une marge de progression qui est encore très importante au Royaume-Uni, au Canada. Si on regarde l'IGP Méditerranée, comment elle se positionne au niveau du bag-in-box sur ces pays-là. Donc pour l'origine France, tout ce qui vient de France en bag-in-box. Pour le Royaume-Uni, on a 7% d'IGP Méditerranée, on a 45% en Suède, on a 26% au Canada et 50% aux USA. Donc ça veut dire, comme on a une forte variabilité, une forte variation, ça veut dire qu'on a un potentiel de croissance qui n'est pas exploité, mais donc un potentiel. Sur le Canada, par exemple, sur le Royaume-Uni, l'IGP Méditerranée a l'avenir devant elle. Au niveau de la valorisation, donc c'est relativement classique, c'est du 1 pour 2, on va dire, quel que soit le pays. Mais derrière, on a des coûts matières sèches qui sont beaucoup moins importants en bib à apporter au litre qu'en bouteille. Après, on n'a pas obligatoirement les mêmes frais logistiques. Vu que ça s'emboîte bien, on met plus de litres sur une palette en bag-in-box qu'en bouteille. Et la dernière diapositive, on remarquera que sur la France, au niveau du bag-in-box,
Il n'y a pas de diversité d'origine. C'est du 93% français. Les seuls étrangers, donc, c'est les vins de la Communauté européenne et les vins espagnols. Pour eux, c'est une porte d'entrée aussi, le bag-in-box, pour faire leurs 3-4% du marché. Alors, quel est dans la guerre des prix de la grande distribution, qu'est-ce qui peut être mis en avant, en dehors de la praticité, en dehors des éléments qualitatifs, l'indication d'origine. Et l'indication d'origine, c'est un rempart à cette guerre des prix. Si le distributeur il veut un IGP Méditerranée, eh bien, il n'a pas 36 solutions, donc il est uniquement circonscrit à une certaine zone. Donc l'indication d'origine est un élément, un rempart à cette guerre forte de prix. Le billet de 3 litres, qui est finalement le condom roi, avec toujours avoir à l'esprit que le 2,25 litres et le 1,5 litres se développent. On a vu chez du Daily Monop en centre-ville des beaux petits bibs en 1,5 litre avec un beau packaging bien marketé, tout noir, joli, qui se valorise relativement bien. Mais 1,5 litre, c'est un magnum en fait. Hein. Donc c'est-à-dire on change le conditionnement. On n'est plus du tout sur l'esprit du bib 10 litres qu'on cache derrière, mettons, un comptoir, il ne faut pas trop voir. Du bib 1,5 litre, ça se montre très facilement. Et ça participe à l'entrée, à la valorisation d'une entrée de gamme, entre guillemets, un peu une mystification, au développement d'un segment un peu premium du bag-in-box. Aujourd'hui, les tendances, volume et chiffre d'affaires en France, qu'on a interrogé les chefs de rayon, ont été fortes dans le passé, du 20-30% sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, on est plus sur la stabilité, mais avec des perspectives qui restent positives à moyen terme. Au niveau export, on a des marchés qui sont mûrs, qui ne vont plus trop évoluer en pourcentage par de bille, comme la Suède, la Belgique, puis des marchés où on a de la marge de progression, comme le Royaume-Uni, les États-Unis. Et pour finir, en fait, l'export, j'aime bien dire ça, mais l'export, c'est souvent la clé du développement, parce que le marché français, certes, existe, c'est un volume, entre guillemets, assuré, mais pour beaucoup d'entreprises, c'est l'export qui fait le développement de l'entreprise. Donc aujourd'hui, sur la bouteille, on a à peu près 40% de la production française qui est exportée, donc qui passe une frontière avant d'être consommée, c'est ça le terme exact. Pour les GP Méditerranée, d'après un calcul qu'on a fait rapidement, on est à peu près à 30%, donc ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression. Et sur le bag-in-box, on est seulement à 5 à 10% de la production française qui est exportée avant d'être consommée. Et le mot final, en fait, le bag-in-box représente au niveau mondial entre 9 et 10% de la consommation mondiale. Chiffre en croissance, mais 5 à 10%, c'est quelque chose qui commence à peser. Il faut faire attention. Merci, merci de votre intervention. On peut applaudir donc Benoît Bécher. Alors, comme tout à l'heure, je vous propose donc de poser des questions à notre intervenant qui veut attaquer. On a déjà parlé de l'Italie. Voilà, peut-être madame. C'était juste une précision de savoir si le Canada... Non, Canada, ça couvre du Québec à la Colombie-Britannique, c'est les chiffres totaux. D'accord. Alors, des interventions ici. Vous avez le micro, madame. Voilà, si vous pouvez passer, merci. Il y a 2 intervenants. Voilà, 2 questions. Allô ? Oui, bonjour. Je voulais vous poser, c'est pas une question que je vais vous poser, vous avez fait une remarque sur le marché suédois en disant qu'il plébiscitait le côté écologique du bag-in-box. Alors je m'inscris en faux parce que le bag-in-box n'est absolument pas écologique, notamment avec sa poche aluminium, très compliquée à recycler. Alors, je vous explique, il y a de l'aluminium et des poches en plastique. Et le plastique, on n'en reparle pas, c'est très compliqué aussi. Mais l'aluminium en lui-même est très compliqué à recycler. Donc ce n'est pas très écologique. Et en termes d'image, ça donne une image verte. Image, simplement. C'est voilà. une image, mais et derrière, voilà. ça apporte voilà. beaucoup. Il n'y a que le verre qui est recyclable à l'infini. Voilà. En tout cas, votre compte-rendu est excellent. Je vous remercie.
Merci. Alors, notre monsieur avait levé la main, puis je me rapproche de devant tout à l'heure. Allez-y, monsieur. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Oui, oui, c'est bon. Ça doit fonctionner. Juste une remarque. Le bag box pour les États-Unis, ça représente, vous avez dit, c'est 49%, donc IGP-MED, c'est ça? Enfin, Au niveau des exportations, au niveau des exportations de l'IGP Méditerranée, c'est de mémoire 25%. Les États-Unis représentent 25% des flux export de l'IGP Méditerranée. Est-ce que, je suppose que c'est à majorité rosée? Est-ce que c'est à majorité rosée, c'est ça ou... Oui, oui, oui. Moi, En fait, je me pose la question sur le grand export du packing box. Il y a une date de péremption. Je doute que sur le grand export, il y ait un avenir important. Enfin, je suppose sur l'Europe, ça serait plus plausible. Mais sur le grand export, c'est un peu compliqué, non? C'est plus compliqué, surtout si on passe les tropiques. Si on passe comment? Si on passe les tropiques. Si on reste sur le même hémisphère, c'est moins compliqué. Après, tout est possible. Il suffit d'exporter une citerne, du vrac, et de mettre en conditionnement en bag-in-box à destination. Ah, ça, les Australiens font ça, les Chiliens font ça. Ils optimisent la logistique. Madame, vous avez le micro, allez-y. Oui, ma question rejoint celle de monsieur. Chantal Sarrazin du magazine Rayon Boisson. Voilà, j'ai aussi un doute sur les perspectives du BIB à l'export dans la mesure où beaucoup d'opérateurs ne se lancent pas là-dedans parce qu'il est difficile à transporter, notamment en raison des problématiques à l'oxygène. Voilà. C'est ce que j'ai entendu dire à plusieurs reprises de grands groupes qui aujourd'hui ne se lancent pas dans le grand export en tout cas. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une perspective tant qu'on n'aura pas amélioré les conditions de transport. Alors, je vous rejoins parce qu'on questionne souvent à l'étranger les personnes sur ce sujet et vraiment le passage de l'équateur est un problème. Par contre, exporter du bag-in-box aux États-Unis, en Norvège, par bateau, 10 jours, 15 jours, un mois de bateau, ça ne pose pas de souci. C'est la forte variation de température qui pose souci à la solidité de la poche. Si on n'a pas trop de variations, donc si on est sur une altitude à peu près stable, on limite la problématique du bag-in-box. Mais pour vous rejoindre, j'étais en Guyane, donc l'acheteur de Carrefour me disait on a des problèmes avec les bag-in-box, il y en a un tiers qui arrive percé. Parce qu'il y a un passage zone intertropicale qui pose souci. Mais néanmoins, exporter du bag-in-box en Allemagne, au Royaume-Uni, en Norvège, aucun souci. Ouais. Oui, c'est dilatation, rétractation et fuite. D'autres questions? Demandez les micros parce que c'est plus simple. Voilà. Denis Roum. Merci. Je voudrais faire deux remarques. La première sur ce qu'on appelle le taux promotionnel, en particulier la grande distribution sur les bag-in-box. Je ne suis pas franchement d'accord avec votre analyse. En fait, vous l'avez quand même un petit peu dit. 50% des MDD, en tout cas les bag-in-box font 50% des MDD. Chacun sait que les MDD ne font pas de promo. Donc vous avez 50% du marché sur lequel il n'y a pas de promo. Je peux vous garantir que quand vous êtes opérateur sur un produit à votre marque, la grande distribution sait demander des promos. Ouais. Donc ça, il faut vraiment le redresser parce que c'est devenu de toute façon un produit essentiel dans le linéaire des distributeurs. Et ils le savent parfaitement, c'est effectivement par rapport aux bouteilles, vous l'avez bien dit, largement plus rentable qu'un mètre de linéaire aux bouteilles. Bon. Deuxième observation, j'ai fait partie du comité de pilotage de l'étude. Il y a une évidence, c'est que nous n'avons pas suffisamment travaillé sur le progrès technique en matière de bag-in-box. Je suis, moi, convaincu qu'effectivement, il y a encore des marges de manœuvre là-dessus, en particulier pour l'export. Bon, c'est quelque chose sur lequel, pour diverses raisons, on ne travaille pas suffisamment. Et autre point, le métier du bag-in-box est un métier de professionnel plus que le conditionnement bouteille. C'est ce qu'il faut aussi se mettre dans la tête. C'est-à-dire que ne peuvent s'intéresser à l'export véritablement que les entreprises qui ont un savoir-faire, qui maîtrisent parfaitement bien l'oxygène dissous. Et bon,
ça fait partie des progrès techniques à faire. Ce qui me laisse penser qu'il y a possibilité aussi de monter par le haut sur le bag in box. Alors, pas de manière, pas pour aller prendre la place des grands crus et des beaux produits sur les bouteilles, mais il y a une diversification de l'offre possible, en tout cas sur le marché européen. Bon, sur les autres marchés, je sais moins. Voilà. Alors, pour rejoindre sur le taux promotionnel, encore qu'on retire ce qui est vendu en MDD, c'est-à-dire qu'on multiplie par 3 le taux promotionnel, donc on arrive à 5%. Donc 5% de promotion sur ce qui n'est pas de la MDD, ça reste relativement faible par rapport aux 50-60% de la bouteille. Un bag-in-box de 3 litres, c'est l'équivalent de 4 bouteilles. Et ramené au prix au litre, le bag-in-box a un prix inférieur à ces 4 bouteilles. Donc il est promu, c'est une promotion en soi, le bag-in-box. Vous avez fait le relevé, j'imagine, cette année. Oui. Les promotions ont fortement baissé en grande distribution, donc forcément, vous Ça a n'avez pas pu peut-être les constater. Il y a des promotions sur les bag-in-box. Je ne connais pas le taux, mais il y en a. Mais on le sent, le consommateur ne le voit pas. Donc c'est-à-dire que dans la démarche consommateur, il ne va pas acheter une promotion. Il achète un bag-in-box. Donc c'est un état d'esprit qui est un peu différent. Alors, vous avez une question ici aussi. Oui, quelle est votre vision de la présentation des bag-in-box et dans le linéaire de la grande distribution? C'est-à-dire sur les problèmes entre le merchandising, en fait, le facial dans le linéaire, entre les AOP qui sont assez protégés, les IGP, les sans IG, voire les marques de grandes négoces qui mettent un nom de marque propre avec du vin espagnol dedans. Eh bien, pour être honnête avec vous, c'est pas très beau. Le visuel qu'on a des bag-in-box, il n'y a pas trop de belles mises en avant. Il y a encore, ça veut dire qu'il y a une démarche à faire là-dessus. Et je reviens sur mon Dailymonob. On voit, au lieu d'avoir 10 mètres de bag-in-box de carton, ils arrivent à faire des petits linéaires d'1 mètre de large avec du bag-in-box tout noir, avec de la belle image. Donc mais ça reste assez rare. Donc c'est-à-dire qu'il y a une marge de progression. Et là, on vous rejoint. C'est-à-dire qu'au niveau marketing, il y a encore beaucoup de travail à faire et de possibilités à faire. D'autres questions? Parce qu'on a parlé beaucoup des conditions là, de transport et autres, mais peut-être qu'en effet, sur le marketing, on peut venir sur ce point pendant quelques instants. Bon, pas d'autres questions. En fait, comme vous me disiez au téléphone quand on s'est eu, il vaut mieux, par rapport à une bouteille moyenne en présentation ou pas forcément très jolie, il vaut mieux un bag-in-box qui se présente bien. Bah, un beau bag-in-box d'1,5 litre ou même de 2,25 il vaut largement mieux ça qu'une bouteille très entrée de gamme. Le bag-in-box n'a pas une image obligatoirement négative et donc toutes les possibilités sont là. Et sur certains marchés, les marchés du Nord, un beau bag-in-box, c'est préféré à une bouteille standard. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va en terminer là avec Benoît Béchet. Merci beaucoup de votre intervention et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je crois qu'on peut applaudir donc Benoît Béchet.